Salut les sentinelles! Ici, c'est le multiverse interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Il y a quelque chose que personne n'aborde sérieusement. Et peut-être par peur. Et si le Batman de l'UCM était construit à partir de zéro, avec la même audace que celle dont Marvel a fait preuve en 2008, mais avec un détail encore plus explosif? Et si cette version avait le poids mythique de Henry Cavill, au centre de la narration, non pas en tant que Superman, mais en tant que Chevalier Noir? Cela semble absurde. C'est précisément pour cela que cela pourrait fonctionner mieux que toute autre parissure. Avant de plonger tête baissée dans cet univers sombre, ambitieux et hautement symbolique que j'ai dessiné, abonnez-vous déjà à la chaîne. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif très important, et chaque abonnement ici n'est pas seulement un numéro. C'est un autre gardien protégeant les vérités cachées de la culture pop. Si vous êtes le genre de fan qui voit au-delà de la surface, ce voyage est pour vous. Et maintenant, commentez ci-dessous de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je me ferai un plaisir de lire tous les commentaires, et je répondrai à ceux qui sont en première ligne avec nous. Si ce contenu vous connecte aux vérités du multivers, laissez déjà un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. La plupart des fans ne sont pas prêts pour cette conversation. Parce que lorsqu'on pense au redémarrage de Batman, l'instinct est de revenir au début. Crime Alley, les perles qui tombent, la voix d'Alfred guidant un garçon traumatisé. Mais l'UCM de James Gunn a déjà commencé à briser ce cycle. Nous n'aurons plus un Batman solitaire. Et plus, nous savons déjà que Damian Wayne, le fils assassin, sera bientôt Robin. Cela change tout. Mais il y a une couche supplémentaire. Et cela commence par un nom. Henry Cavill. Oui, le même acteur qui a porté le poids de Superman pendant près d'une décennie. Et qui maintenant, ironiquement, pourrait porter le poids opposé, le côté sombre de la balance. Et je ne dis pas ici que Cavill sera effectivement le nouveau Batman. Mais, et s'il l'était? Pas pour un simple battage médiatique, mais pour une construction mythologique. Cavill a la prestance, la voix, la densité émotionnelle et l'expérience de porter des archétypes. Si le DCU veut être quelque chose de plus grand que des versions recyclées, il aura peut-être besoin d'une figure qui transcende les rôles traditionnels, et qui de mieux que Cavill pour être le centre de gravité d'un univers partagé. Mais cette fois, en utilisant le symbole de la chauve-souris, la résistance à cela vient plus de l'attachement symbolique que de la logique narrative. Mais c'est là que réside le point. Le nouveau DCU a besoin de rupture. Et ce ne serait pas la première fois qu'un acteur interprète deux grands icônes de manière distincte. Ce qui importe, c'est le contexte. Et cet univers commencera avec le fils, pas avec le père. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. Cavill n'aurait pas besoin de commencer en tant que Batman. Il pourrait être introduit comme une figure dans l'ombre, un mentor caché, un chevalier déjà fatigué, mais expérimenté. Et la révélation ne viendrait qu'à la fin du premier arc, comme un coup visuel et émotionnel qui reconfigure tout. Je vais encore te montrer comment ce choix s'intègre à chaque phase de la saga. Mais avant, comprenons pourquoi placer Damian au centre change toute l'équation de l'univers de Batman. Et pourquoi commencer par là est plus génial que cela ne semble. Quand le nouveau DCU choisit de commencer avec Damian Wayne, comme le premier Robin du cinéma canonique, il ne change pas seulement la chronologie. Il lance un manifeste narratif. Nous ne verrons pas Bruce Wayne tomber dans le puits, ni l'origine d'un symbole. Nous verrons un homme qui a déjà tout vécu, et qui doit maintenant faire face à ce qui le défie le plus, être père. Damian n'est pas n'importe quel Robin. Il est le fils biologique de Bruce avec Talia al Ghul, petit-fils direct de Ra's al Ghul, et le produit d'années de conditionnement par la Ligue des Assassins. Cela fait de lui non seulement un prodige des arts martiaux, mais aussi une bombe morale sur le point d'exploser. Introduire cette figure dès le premier film de Batman dans le DCU brise le moule et nous force à voir le héros sous un nouvel angle, celui d'un père qui a échoué avant même d'essayer. L'impact sur le ton de l'univers est immédiat. Il n'y a plus de place pour Batman en tant que légende solitaire. La Bat Family existe déjà, ou est sur le point d'exister. Et cela oblige le DCU à abandonner le chemin de l'origine et à assumer le poids de la continuité. C'est comme commencer une série au 3e acte.
Et cela ne fonctionne que si l'univers autour est déjà vécu, usé, réel. Grant Morrison, qui a écrit la phase la plus influente de Damian dans les bandes dessinées, a clairement indiqué que la dynamique entre lui et Bruce n'est pas seulement physique, elle est aussi idéologique. Damian défie les principes moraux. Du père tout le temps. Il tue, manipule, agit sans réfléchir. Bruce, quant à lui, vit à l'ombre de son propre code. La tension entre ces deux-là n'est pas seulement dramatique, elle est philosophique. Et il y a un détail là-bas qui change tout. Damian, étant le premier Robin présenté au public du cinéma, met tous les autres au second plan, du moins pour l'instant. Nightwing, Tim Drake, Jason Todd, tous ont déjà passé. Mais ce qui reste, c'est Damian. Et cela est un reflet direct de l'héritage que Bruce porte sur ses épaules. Un héritage fissuré, non idéalisé. Narrativement, c'est le moment parfait pour introduire un Batman plus âgé, plus endurci, peut-être même déjà éloigné du front. La présence de Damian exige que Bruce revienne, non pas en tant que héros, mais en tant que père. Et cela change complètement l'arc du personnage. Alors que d'autres films nous ont montré Bruce cherchant un sens dans la douleur, ici il doit trouver la rédemption dans la responsabilité. Et il n'y a pas de poids plus grand que de regarder dans les yeux d'un enfant qui a tout appris de travers, et de savoir que, d'une manière ou d'une autre, c'est de votre faute. Mais la question est, comment cet univers va-t-il représenter visuellement cette nouvelle phase du Chevalier Noir ? Parce qu'un détail mal placé peut briser toute l'immersion. Et il y a un aspect spécifique que presque personne n'aborde, et qui pourrait être le secret pour rendre cette version de Batman vraiment unique. Si le DCU veut se démarquer de tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent, cela doit commencer par la façon dont il présente visuellement son nouveau Batman. Parce que cela a déjà passé. Translation. Ou de l'heure de prendre sa retraite de l'uniforme entièrement noir, en caoutchouc ou tactique. Le choix visuel ici n'est pas seulement esthétique, il est symbolique. Et, dans cet univers où Batman a déjà un fils, où la Bat-Family est déjà en formation, le costume doit communiquer plus que l'obscurité. Il doit représenter l'héritage, l'équilibre et même la vulnérabilité. La suggestion la plus cohérente, basée sur le texte d'origine qui inspirera le film, la phase de Grant Morrison, est le costume de la bande dessinée Batman Hush. Un uniforme qui garde le ton sombre, mais apporte des variations de gris, de bleu foncé et des détails en noir. Ce costume équilibre le classique et le moderne. Il évoque le détective des années 90, mais sans tomber dans l'excès du visuel de l'ère d'or. C'est le compromis parfait entre le réalisme de The Batman et le fantastique de l'univers DC étendu. Et ici, entre en jeu un point visuel que peu de gens discutent. Le costume doit se démarquer en contraste avec Damian. Le Robin du DCU ne sera pas coloré comme dans les années 60, mais ne peut pas non plus être un reflet sombre de son père. Damian est agressif, impulsif, formé pour tuer. Et son costume aura probablement des tons plus intenses, comme le rouge sang, associé au symbolisme de la Ligue des Assassins. Ce contraste visuel entre le père et le fils doit être explicite. Le symbole de la chauve-souris doit sembler presque effacé face à l'ouragan que représente Damian. Et ce n'est pas seulement le costume. La photographie, le design de production et même la construction de Gotham doivent s'éloigner de la palette de un gris total qui a dominé les derniers films. Gotham reste une ville en déclin, mais maintenant, elle existe dans un univers où Superman peut aussi voler. Cela demande une Gotham avec plus de couches, des zones industrielles, des zones de guerre urbaine, mais aussi des quartiers avec des vestiges d'une élite décadente. Une Gotham qui se mélange avec le ton de Arkham Knight, mais avec une esthétique plus cinématographique, presque opératique. Et il y a un détail visuel qui, s'il est utilisé avec sagesse, peut devenir l'un des icônes de cette nouvelle phase. L'utilisation de la capuche découpée qui laisse la mâchoire de Bruce plus exposée. C'est un petit détail, mais cela transmet quelque chose de puissant. Un Batman plus vulnérable, plus humain. Il n'a pas besoin de se cacher complètement, car maintenant, sa bataille est plus interne que jamais. Le costume, la ville et le ton visuel sont des signes. Des signes que ce Batman a déjà beaucoup vécu, mais n'a pas encore tout dit.
Et c'est précisément pour cela que les ennemis qu'il affrontera doivent être à la hauteur. Parce que le prochain bloc plongera dans une ancienne menace, mais qui ici peut prendre une réinterprétation brutale. Et quand vous comprendrez qui est au centre de tout cela, vous réaliserez que le plan a commencé bien avant même que Batman ne s'en rende compte. Depuis toujours, la Ligue des Assassins a été dépeinte comme une menace silencieuse, mais systématique. Un culte de l'ordre et de l'extermination agissant dans l'ombre, jugeant l'humanité de loin. Mais dans ce nouveau DCU, ce qui était autrefois une philosophie élitiste se transforme en une force insurgente. Entité, presque mythologique, parce que maintenant, la Ligue ne veut pas seulement façonner le monde, elle veut effacer Gotham de la carte. Talia al Ghul doit être l'élément central de cette menace, et non pas en tant que méchante unidimensionnelle, mais comme le visage charismatique et implacable de la nouvelle Ligue. En révélant Bruce comme le père de Damian, elle ne fait pas seulement vaciller le noyau émotionnel de Batman, elle active une pièce stratégique de l'échiquier, le fils et le lien. Et Talia a l'intention d'utiliser ce lien, à la fois comme arme et comme bouclier. Mais la partie que peu de gens considèrent est le potentiel que cette version de la Ligue a pour embrasser pleinement le côté le plus fantastique de l'univers DC. Dans l'arc de Grant Morrison, déjà cité comme la principale base de ce nouveau Batman, la Ligue utilise la formule de Langstrom pour créer une armée de Man-Bats. Oui, des hybrides entre humains et chauves-souris, créés comme des soldats génétiques. Au lieu d'être simplement des assassins silencieux, cette Ligue deviendrait une force bioterroriste, quelque chose qui s'accorde parfaitement avec l'ampleur que le DCU cherche à atteindre. Et ici, une décision intelligente serait d'introduire tôt le concept des puits de Lazare, non pas seulement comme quelque chose de mystique, mais comme une technologie ancienne perdue. Talia pourrait l'utiliser pour justifier le retour de Jason Todd plus tard, mais aussi pour expliquer la longévité de la Ligue elle-même. Cela permet une expansion narrative subtile mais puissante pour l'univers DC. Une ligne de méchanceté qui n'est pas seulement physique, mais aussi philosophique et même métaphysique. La différence de cette ligue par rapport à tout ce qui a déjà été. Nous sommes au cinéma, en particulier dans The Dark Knight Rises. La façon dont elle manipule la science, la mythologie et la moralité serait précisément. Ce n'est pas seulement détruire Gotham, c'est la purifier. Talia peut apparaître comme quelqu'un qui croit que Bruce a échoué, non pas en s'éloignant de la Ligue, mais en s'attachant trop à l'idée de rédemption. Et elle veut que Damian reprenne cet héritage, même si cela coûte l'âme même de son fils. Et il y a une réplique possible ici, qui résonnerait dans les bandes annonces et deviendrait la marque de cette nouvelle phase. Gotham ne sera pas sauvée, elle sera remplacée. C'est plus qu'une menace, c'est un nouveau type de méchanceté. Et lorsque vous associez cela à des visuels grotesques, des soldats Man-Bats survolant la ville, des attaques coordonnées sur le GCPD et la Bat-Family divisée, le résultat est une guerre silencieuse qui commence au sein du foyer même du héros. Mais il y a encore une pièce importante dans ce puzzle que personne ne peut ignorer, les alliés. Parce que Bruce ne va pas affronter cette guerre seul. Et les noms qui sont sur le point d'entrer en scène sont parmi les plus aimés et sous-estimés de l'univers DC. Et la façon dont ils seront utilisés pourrait faire la différence définitive entre un autre Batman ou une véritable saga légendaire. Si le nouveau DCU veut présenter une version vraiment inédite de Batman, il ne peut plus se reposer sur le récit du héros isolé. Cette phase est terminée. Et tout commence avec 3 personnages qui, ensemble, représentent ce que Bruce lui-même ne peut plus soutenir seul. L'empathie, l'intelligence stratégique et être un sens du devoir qui va au-delà de la douleur. Dick Grayson, le premier Robin, désormais sous le nom de Nightwing, est l'héritier moral de Batman. Il n'est pas seulement l'ancien partenaire rebelle, il est le cœur émotionnel de la Bat-Family. L'idée de l'introduire dès le premier film, toujours actif à Gotham, permet au public de sentir que cet univers a déjà une histoire. Dick peut servir de point d'équilibre entre la discipline de Bruce et l'impulsivité de Damian. Et en plus, il porte quelque chose que Bruce n'a jamais pu maintenir longtemps, l'espoir. Barbara Gordon, en tant qu'oracle, complète cette structure avec une précision chirurgicale.
Contrairement aux versions précédentes, qui insistent pour la présenter comme Batgirl dès le début, la version du DCU peut embrasser la phase la plus mature du personnage, celle où, après avoir été blessée par le Joker, elle transforme sa tragédie en pouvoir. Oracle n'est pas seulement derrière les ordinateurs, elle est le cerveau de l'opération. Et avec le chaos qui se forme à Gotham, son rôle devient vital. Coordonner, cartographier et anticiper le prochain coup des ennemis. Barbara représente ce que Bruce a perdu en arrêtant de faire confiance. Mais il y a un nom qui est presque toujours laissé de côté et qui pourrait être la clé de la croissance de Damian, Tim Drake. Tim n'est pas seulement le Robin qui est venu après. C'est le seul qui a découvert seul l'identité de Batman. Dans les bandes dessinées, c'est lui qui a compris que Bruce avait besoin d'un partenaire, non pas pour combattre le crime, mais pour préserver son humanité. Et dans cet univers où Damian assumait, en première ligne, la présence de Tim, même en tant que personnage secondaire, apporte une couche de valeur. Il peut être le miroir qui montre à Damian ce que signifie être un vrai Robin. Ne pas tuer, ne pas dominer, mais protéger. Une scène simple mais puissante pourrait résumer tout cela. Damian confrontant Tim, sous-estimant son intelligence, jusqu'à être vaincu par elle. Parce que Tim n'a jamais été le plus fort physiquement, mais a toujours été le plus stratégique. Et cela dérange profondément quelqu'un comme Damian. La tension entre les deux peut ne pas durer plus qu'un acte du film, mais elle sert à montrer que cet univers a de multiples couches et de multiples histoires potentielles. Et pour compléter, un détail visuel qui pourrait être subtil mais dévastateur pour ceux qui connaissent les bandes dessinées. Le costume de Jason Todd, accroché dans la Batcave. Aucun mot, aucune explication. Juste le silence d'un uniforme marqué par des cicatrices et des souvenirs qui hantent encore Bruce. C'est le genre d'image qui n'a pas besoin d'être expliquée. Elle parle d'elle-même. Sauf qu'il y a quelque chose que Bruce ne sait pas encore. Parce que le retour de Jason arrive. Et il ne demandera pas la permission. Le prochain acte de cette saga parle de douleur, de vengeance et d'une guerre qui commence avec un masque rouge et se termine avec du sang sur le sol. Toute histoire de succession a besoin d'une rupture. Et dans l'univers de Batman, aucune n'est plus profonde que le retour de Jason Todd. Le deuxième Robin, le fils rebelle, celui qui est mort aux mains du Joker, et est revenu des cendres plus violent que jamais. L'ennemi qui l'a tué. Adapté, Under the Red Hood, dans le nouveau DCU, n'est pas seulement un choix logique, c'est inévitable. Mais avec une différence. Ici, le retour de Jason n'est pas un événement isolé. Il fait partie d'un plan plus vaste. Une erreur de calcul qui expose une fissure fatale dans l'âme de la Bat-Family. À ce stade de la saga, Gotham commence déjà à ressentir les effets de la déstabilisation provoquée par la Ligue des Assassins. Mais le coup le plus personnel vient avec l'apparition d'un vigilant masqué, utilisant des armes, éliminant des criminels, et arborant le symbole de la chauve-souris, taché de rouge. C'est Jason, ressuscité par la Ligue, formé comme une arme, mais toujours motivé par quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Le ressentiment. La tension entre lui et Bruce est immédiate, mais différente de tout ce que nous avons déjà vu. Jason ne veut pas seulement prouver qu'il a raison. Il veut exposer Bruce comme quelqu'un qui a échoué avec tout le monde autour de lui, y compris avec lui. Et dans cet univers où Damian est actif, Tim opère déjà en tant que Red Robin, et Nightwing dirige à Bloodhaven. Le retour de Jason apparaît comme une fissure interne, parce qu'il ne veut pas revenir vers la famille. Il veut la détruire. Mais le génie ici réside dans l'entrelacement de cette intrigue avec les plans de la Ligue. Jason est l'appât. Alors que tous les regards sont tournés vers cette menace interne, la véritable offensive de la Ligue commence. Une attaque coordonnée à Arkham, libérant les pires criminels de la ville. Le chaos s'installe alors que Bruce tente de convaincre Jason de ne pas franchir la ligne finale. Mais il est déjà trop tard. Parce qu'il y a un point de rupture que tout fan connaît et redoute. Le moment où Jason affronte enfin le Joker. Et cette fois, il n'hésite pas. Il exécute. Pas pour se venger, mais pour sceller son indépendance. Il tue le symbole qui l'a détruit.
Et à cet instant, l'univers de Batman change à jamais. Mais c'est précisément là que le conflit s'intensifie. Parce que l'assassinat du Joker, loin d'être la fin de la crise, ouvre un nouveau front. Sans le Joker, Gotham sombre dans l'anarchie. Des factions criminelles se disputent le territoire. Les médias s'effondrent. Et l'opinion publique commence à remettre en question Batman lui-même. S'il n'a pas pu empêcher cela, à quoi sert sa croisade ? Jason disparaît. Il emporte avec lui sa douleur et sa victoire. Mais il laisse derrière lui une ville en lambeaux. Et le pire, une Bat-Family divisée, émotionnellement épuisée et sans direction. C'est précisément dans ce vide que la prochaine grande menace s'installe. Parce que la guerre de la Ligue n'a pas pris fin avec la mort d'un vilain. Elle attendait juste le bon moment pour tout prendre. Et ce qui vient ensuite, c'est la fin de la ville telle que nous la connaissons. Mais la réponse à ce chaos peut se trouver là où vous vous y attendez le moins. Que se passe-t-il lorsque même Batman perd le contrôle ? Lorsque tous les codes qu'il a créés pour maintenir Gotham debout sont brisés, non pas par un vilain, mais par une succession de défaillances personnelles, institutionnelles et familiales. C'est là que No Man's Land entre en jeu. Et cette phase, dans le DCU, pourrait devenir le point culminant de toute la saga de Batman. Une Gotham isolée, transformée en territoire ennemi, où le symbole de la chauve-souris ne représente plus la justice, mais le désespoir. Dans les bandes dessinées, l'arc No Man's Land commence avec Gotham dévasté par un tremblement de terre, puis abandonné par le gouvernement des États-Unis lui-même. Mais dans le DCU, cette destruction peut être le résultat direct de l'attaque de la Ligue des Assassins et de la guerre civile urbaine provoquée par Jason Todd. Avec les criminels libérés d'Arkham, les héros dispersés et Bruce émotionnellement déchiré, Gotham s'effondre. La ville est divisée en zones de pouvoir. Chaque gang prend possession d'un territoire. Le Pingouin, Double Face, Firefly, Black Mask, Killer Croc, Mad Hatter. Tous transforment Gotham en un chaos. Mais un symbole commence à réapparaître peint sur les murs. La chauve-souris. Pas comme un appel à l'espoir, mais comme une résistance. Et celui qui est derrière cela n'est pas Bruce. C'est Cassandra Cain. Une figure presque silencieuse, entraînée depuis la naissance pour tuer, qui surgit comme un fantôme dans les ruelles. Dans la bande dessinée, elle prend le manteau de Batgirl, sans avoir besoin de dire un mot. Dans le DCU, elle peut être présentée comme l'ombre qui ressurgit pendant que les autres sont encore à terre. Et elle n'est pas seule. La Bat-Family se réorganise. Barbara, en tant qu'oracle, reprend le contrôle des informations. Tim, maintenant plus expérimenté, dirige des patrouilles improvisées. Damian comprend pour la première fois ce que signifie protéger et non détruire. Et Bruce revient. Mais pas en tant que sauveur. Il revient avec Le dernier soldat d'une guerre qu'il a déjà consumé. Ce film, visuellement, doit être sale, dense, fragmenté. Avec des coupures rapides entre les zones de conflit, les méchants se livrant à de petites guerres territoriales, et le GCPD essayant de survivre au milieu. Gordon et Montoya prennent de l'importance. Le symbole de la chauve-souris revient peu à peu à être craint. Et non pas parce que Bruce a recommencé à gagner, mais parce qu'il a recommencé à croire. La séquence finale de cette intrigue doit être brutale. Une confrontation directe entre les principaux membres de la Bat-Family et les chefs criminels. Une reprise de Gotham non pas comme rédemption, mais comme un pacte. La ville sera sauvée, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce qu'ils ne la laisseront pas tomber une fois de plus. Et même après cela, le doute persiste. Parce que la paix à Gotham ne dure jamais. Et il y a toujours quelqu'un qui observe, attendant l'effondrement suivant. Mais, et si cette fois, Batman n'était plus là pour l'arrêter ? Peut-être que la question n'est plus « qui sera le prochain Batman ?» Mais, que reste-t-il lorsque le symbole disparaît enfin ? Maintenant que la saga est complète, une dernière question plane encore dans l'air. Et non pas comme une provocation bon marché, mais comme un exercice logique. Et si Henry Cavill, le même acteur qui a déjà été le visage du Superman moderne, était en fait Batman du DCU tout ce temps ? Cela peut sembler être une inversion impensable, mais dans la logique symbolique construite ici, cela a plus de sens qu'il n'y paraît.
Cavill représente déjà, pour toute une génération, l'archétype du héros inatteignable. Une icône visuelle qui portant le poids des héritages, des attentes et des tragédies. En mettant ce même visage comme le nouveau Bruce Wayne, le DCU ne ferait pas que changer d'acteur. Il changerait de paradigme. Un héros qui autrefois symbolisait l'espoir incarne maintenant le traumatisme, l'épuisement et le sacrifice silencieux. Et ce serait un mouvement narratif audacieux. Parce que Cavill n'aurait pas besoin d'apparaître dans le premier film. Il pourrait être révélé seulement à la fin de No Man's Land, comme la figure qui revient des ombres pour reconstruire. Le public découvrirait que ce Bruce, toujours mentionné, toujours cité, mais jamais complètement montré, était quelqu'un que nous connaissions déjà. Et à ce moment-là, la connexion entre le passé et le futur se complète. Il ne s'agit pas de remettre Cavill en scène. Il s'agit de renverser la logique des symboles. Montrer que le même homme qui croyait autrefois pouvoir voler vit maintenant dans les profondeurs, affrontant des monstres, des enfants perdus et une ville qui refuse de mourir. Ce serait la conclusion idéale pour un premier arc de Batman dans le DCU. Un héros qui n'a plus besoin d'être réinventé chaque décennie, mais plutôt réinterprété avec courage, profondeur et cohérence. Et qui peut maintenant enfin exister dans un univers qui reconnaît son poids, sa famille et son histoire. Et voici ma question finale pour vous. Quelle version de Batman aimeriez-vous voir renaître dans ce nouvel univers? Et plus encore, quel membre de la Bat-famille est indispensable dans cette reconstruction? Commentez ci-dessous de quelle ville, ou même pays, vous regardez cette vidéo. Je lis tout, et je veux voir jusqu'où notre communauté de sentinelles est arrivée. Et si ce contenu vous a fait voir Batman sous un autre jour, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif important, et chaque nouvel abonné aide à maintenir cet univers en vie. Ici, vous ne suivez pas seulement les théories, vous en faites partie. À la prochaine, sentinelles.